Là où les travailleurs se battent, nous devons être présents. Mais même là où tu n'as pas la religion au pouvoir, les femmes sont opprimées. Les peuples opprimés ont lutté pour leur liberté, pour leur indépendance, contre ce système d'exploitation capitaliste. Des lieux qui croient à la parole dans la politique n'est qu'idiot sans espoir. Bonjour à tous, ici Verba Manent et bienvenue dans Marx, la lutte et nous, le podcast politique et militant du PSL, Parti Socialiste de Lutte. Alors aujourd'hui, on est dans un sujet d'actualité, on s'intéresse un peu à ce qui se passe depuis l'élection du nouveau gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Amer et engagé. Le 11 juillet, ce gouvernement a publié sa déclaration de politique communautaire et en ce compris également pas mal de choses qui concernent l'enseignement. Alors pour en discuter aujourd'hui, on accueille Jérémia, qui est syndicaliste à la CSC et militant au PSL. Bonjour Jérémia. Bonjour à tous. Et dans un premier temps, on accueille également, dans un second temps aussi, on accueille également Nico, rédac-chef de Lutte Socialiste. Bonjour Nico. Bonjour à toutes et toutes. Et dans un premier temps, on se demandait, moi je me posais la question, quels sont... toi tu l'as lu, cette déclaration de politique communautaire, Jérémia. Et quelle est ton impression générale? Qu'en penses-tu après l'avoir déjà étudié une première fois? Je pense en fait c'est clairement un coup de couteau dans le dos, on peut le dire. C'est clairement encore une fois une déclaration qui, on va en revenir en détail un peu plus tard, mais qui vient encore chercher de l'argent dans un secteur qui est déjà en grande difficulté. On peut parler évidemment de la pénurie d'enseignants, mais également de la vétusté du bâti scolaire. Moi, je suis dans une école du libre, donc c'est des écoles qui ont souvent plus de 100 ans, donc ça veut dire que c'est des gros manquements en termes d'infrastructures scolaires, tout simplement. Et donc, oui, c'est vraiment une impression de trahison, une impression vraiment de la période Covid, tous les compliments qu'on avait reçus à cette époque-là des politiciens qui disaient « Oh là là, vraiment, quel courage de donner cours en hybride avec des masques et à l'envers à l'endroit ». Et en fait, on voit qu'ils n'ont absolument rien retenu et qu'en fait, c'est toujours sur le dos des travailleurs qu'on va aller chercher l'argent. Oui, et alors, s'il y a quand même quelque chose qu'on ne peut vraiment pas reprocher aux différents métiers de l'enseignement, c'est d'être resté silencieuse par rapport aux problèmes du secteur. On a eu effectivement pendant la période Covid une grande attention qui a été accordée aux divers métiers de l'enseignement sur les problèmes dans les écoles, dans les classes. Depuis lors, depuis 2022, il y a eu plusieurs manifestations qui ont réuni à chaque fois autour de 10 000 personnes. C'est assez impressionnant quand on considère qu'il y a à peu près 120 000 enseignants, enseignantes. Donc c'était aux alentours de 10% du personnel à plusieurs reprises, qui a été très clair pour identifier leurs inquiétudes par rapport au manque de collègues, par rapport aux infrastructures qui se déglinguent, la pluie dans les classes, ce genre de choses. Et donc, ils ont crié sur tous les toits quels sont les problèmes du secteur et ils exigeaient des solutions. Et le gouvernement, Amer engagé, leur dit « on s'en fout ». Et de quelle manière est-ce qu'il leur dit ça? Tu peux peut-être un petit peu venir sur la déclaration de politique communautaire. C'est tout à fait ça. C'est vraiment « on s'en fout » et il est clair que dans la cure d'austérité qui va nous être infligée si on ne fait rien, évidemment. Et donc, j'invite tout le monde dès à présent s'informer et se mobiliser sur ces questions-là. On a une volonté de faire 334 millions d'économies pendant la législature. Donc déjà, ça, c'est la base de la discussion. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers plus d'argent, on va vers moins d'argent. Donc évidemment, quand on regarde la comptabilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui va peser le plus dans ces budgets, ça va être les salaires. Donc évidemment, on a tout un tas d'attaques sur ce sujet-là. On peut déjà commencer le calendrier des horreurs ou Oui. C'est le moment, oui. Ok. Donc on commence avec du coup cette question des salaires. Alors évidemment ici l'astuce pour le gouvernement c'est de faire passer la destruction du statut de fonctionnaire on obtient au bout d'un certain nombre d'années d'ancienneté. Ils veulent casser ce statut, le remplacer par un contrat à durée indéterminée, donc CDI. Et en faisant ça, en fait, l'idée, c'est de encore davantage fragiliser le statut d'enseignant. Alors, c'est pas seulement vouloir détruire le statut, c'est aussi vouloir augmenter le temps de travail. Donc,
dans la déclaration communautaire qu'on appellera DPC, on parle de l'engagement de nouveaux enseignants sous la forme de contrats à durée indéterminée, comme je l'ai dit, virgule, avec une augmentation de l'ordre de 2 heures hebdomadaires. Donc évidemment, on pourrait se dire 2 heures en plus pour les enseignants, bon, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, si on augmente tous les nouveaux arrivants et donc à terme tous les enseignants de 2 heures supplémentaires, en fait ça enlève 10% du personnel. On n'aurait plus besoin de 10% du personnel actuel chez les profs. Et donc le gouvernement qui prétend vouloir résoudre le problème de pénurie et du fait que les jeunes ne restent pas, en fait va juste accroître le problème en augmentant le temps de travail. D'une certaine façon, il va tabler sur une plus grande exploitation des profs qui sont déjà là pour pouvoir se débarrasser d'autres profs. C'est un peu ça l'idée. C'est que les 2 heures vont être répercutées sur les enseignants qui restent d'une certaine façon. Alors, non, parce que ça va être un peu progressif. Donc, si c'est voté, donc actuellement, ça n'est pas encore voté, si c'est voté, il y aura une augmentation pour tous les nouveaux arrivants dans le système. Les actuels nommés, ce n'est pas rétroactif cette mesure, donc tous les actuels nommés le seront toujours. On parle actuellement de 60% du personnel qui est nommé, 40% étant temporaire. Et donc, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut pouvoir répondre à cette mascarade. Elle dit, donc, notre ministre de tutelle, qui est Madame Valérie Glatini, elle nous dit, voilà, grâce à ce CDI, ça va permettre à des nouveaux jeunes qui se lancent dans l'enseignement de rester plus longtemps avec nous, etc. Alors qu'en fait, ces nouveaux CDI-là, avec ces 2 heures supplémentaires, vont juste diminuer en fait, le nombre de temps plein dont on a besoin pour remplir les écoles. Sur cette question de nomination, j'ai lu une carte blanche de l'ancien secrétaire général de la CSC Enseignement, Régis Dehogne. Il commençait par rappeler la remarque de Lacordaire: entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Je trouve que c'est un excellent préambule pour parler de cette nomination qui ne vient pas de nulle part. Il a quand même fallu 33 ans de lutte et les grèves de 1990 pour imposer ce statut protecteur, notamment pour les enseignantes, enseignants du réseau libre, qui étaient plus souvent victimes de l'arbitraire des pouvoirs organisateurs. Et alors il explique dans cette carte blanche la caractéristique propre de l'enseignement, à savoir les réseaux en tant que structure, dans la réalité une forme d'employeur unique. Il en résulte qu'un enseignant licencié dans un établissement scolaire se voit victime d'un véritable interdit professionnel. Le téléphone fonctionne et les directions vont s'informer de la motivation de son licenciement sans que l'intéressé puisse faire valoir son point de vue. On est proche, là, du carnet ouvrier du 19e siècle. Donc c'est une attaque d'ampleur qui vise aussi, quelque part, à avoir un élément d'intimidation sur le personnel de l'enseignement, très certainement par rapport à des revendications et à des luttes. Et on a vu récemment que le secteur pouvait en donner des assez grandes. Alors, ça ne nous étonne pas tellement en fait qu'ils veuillent encore davantage nous précariser, dans le sens où, dans la précédente législature, c'était déjà en fait MRPS qui avait mis en place ce qu'on appelle l'évaluation des enseignants, c'est-à-dire, enfin on était déjà évalué avant, évidemment personne ne l'aura noté parmi les observateurs et les commentateurs, mais on était déjà évalué, mais là c'est une évaluation supplémentaire, mais qui se fait par les directions elles-mêmes. Et c'était ça évidemment qui pose des problèmes, c'est que cet arbitraire des directions, qui ne sont pas objectives je pense, dans la manière dont elles peuvent évaluer les enseignants, était finalement mettre à bord et n'avaient aucun contre-pouvoir à leur avis, qui était du coup déterminant. Mais bon, il n'y a pas que le personnel qui est attaqué. On va quand même souligner une des rares mesures progressistes, des rares pas en avant qui avaient été faits ces dernières années dans l'enseignement. C'est des mesures visant à tendre vers une meilleure gratuité scolaire. Donc il y avait des mesures qui concernaient la première et la deuxième primaire, et ça touche depuis cette année également la troisième primaire. C'est via un forfait d'une 70 € par élève à consacrer pour du matériel, des fournitures scolaires ou des frais facultatifs comme piscine, activités culturelles, etc. Alors c'est peu, c'est largement insuffisant,
Mais c'est également des mesures qui ont à l'avenir extrêmement incertain aujourd'hui, puisque la nouvelle majorité de Fédération Wallonie-Bruxelles entend évaluer ces mesures et les adapter. Et quand on voit le reste de la DPC, évidemment, ça laisse craindre le pire par rapport à ces mesures et par rapport au reste. Et là, vraiment, c'est là qu'on voit finalement le côté extrêmement brutal de ces mesures d'austérité. C'est que quand on rentre un peu dans le concret, on parle de littéralement enlever des fournitures qui étaient fournies gratuitement auparavant. On va réévaluer le fait qu'on donne ce qui est finalement de droit. Le droit à l'éducation, c'est un droit universel et inconditionnel. Ce droit-là, on est en droit, en tout cas pour la majorité à la fédération, de le remettre en cause et de le réévaluer selon leurs propres termes. Donc ça, c'est vraiment interpellant parce qu'on va enlever des bics, des gommes, du matériel absolument essentiel à des étudiants qui n'ont absolument rien demandé et qui ne sont absolument pas responsables. Mais sachant aussi que il y a aussi une question autour des outils de travail de l'enseignant qui sont souvent aussi à sa charge pour effectuer ses cours. C'est aussi une question qu'on peut se poser s'il ne faudrait pas aussi aider l'enseignant à s'équiper pour pouvoir donner cours, ce qui n'est pas vraiment le cas majoritairement. Sur cette question-là, je pense que c'est aussi à travers le CPPT, le comité d'entreprise, etc., que tous les syndicalistes dans les différentes écoles doivent exiger effectivement le respect de la loi, que c'est l'employeur qui doit fournir le matériel. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, un ordinateur, c'est devenu la base du matériel de l'enseignant. Ça ne l'était pas encore il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est absolument indispensable pour prendre les présences, pour assurer le travail administratif, pour suivre les horaires, etc. Donc tout ça, effectivement, fait partie finalement des surcoûts pour les enseignants qui sont en partie compensés. Alors bon, on a une petite prime fin d'année, je ne sais plus, est-ce que c'est 100 €, je pense que c'est quelque chose comme ça, 100 € de matériel informatique. Chacun ici se demandera, avec 100 €, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il est question de s'en prendre à la nomination du personnel. C'est pas rien comme attaque. Il est question de mesures d'austérité et d'économie budgétaire complètement farfelues dans une situation où en fait le secteur souffre déjà d'un sous-financement chronique depuis des décennies. Mais ça va encore plus loin, puisqu'il est aussi question de renforcer en fait une tendance qui vise à créer un enseignement qui soit au service des entreprises et qui fonctionne en fait autour de ce partenariat avec l'entreprise. La nouvelle majorité ne fait pas mystère de ses intentions visant à renforcer les ponts entre l'école et les entreprises. Elle envisage notamment d'obliger chaque jeune à effectuer un stage d'observation de 5 jours dans le monde du travail ou associatif avant la fin du tronc commun. Alors, est-ce que tu peux nous toucher un mot de cette évolution inquiétante de l'enseignement ? Alors oui, en fait, dans la déclaration de rentrée de Valérie Gratini sur la première, elle parlait, elle, vraiment de perméabilité. Il faut amener de la perméabilité entre l'école et l'entreprise. En fait, nous, ça doit nous alarmer en tant que professionnels de l'éducation, parce qu'évidemment que nous ne sommes pas là entièrement pour satisfaire le patronat en prolétariat formé. En fait, nous, on est là pour aussi créer des citoyens critiques qui sont capables de réflexion sur ce qui se passe dans la société, sur les décisions qui sont prises. Et donc, il faut vraiment faire attention à tous ces éléments de langage qui visent à faire de l'école, finalement un outil pour les entreprises. Alors, ils vont s'attaquer en fait au tronc commun. En fait, en 3e année, ce qui était prévu à la base, c'était que le tronc commun, du coup, de la maternelle jusqu'à la 3e secondaire, soit continu. Et que pendant cette espèce de tunnel jusqu'à la 3e secondaire, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de filière, il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, ça a posé des problèmes, puisque moi, j'étais dans la rue en partie aussi pour dénoncer le fait que tous les collègues du qualifiant qui, du coup, perdaient leurs heures en 3e année du secondaire, en fait, la ministre ne répondait pas du tout aux questions et aux inquiétudes des collègues, et qu'évidemment, ça amenait à un énorme flou. Ceci dit, ils veulent changer
cette troisième année et la remettre comme une année dite orientante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire horaire de base, on va dire, avec les matières de base réduits pour en fait laisser place à énormément de choix d'options. Et ça, en fait, ça doit nous poser question parce qu'on doit se dire, mais en fait, l'idée de ce tronc commun, c'était justement d'éviter que les milieux populaires soient systématiquement hors du système et soient en fait jetés en dehors du général pour aller dans les filières dites de relégation et qu'en fait, retransformer la troisième en année orientante, c'est en fait rétablir de manière peut-être encore plus violente ce système de filières et de relégation. Je suis tombé il y a quelque temps sur une déclaration d'un enseignant qui était sur un plateau télé face à Olivier de Wassège, aujourd'hui député wallon désengagé, mais qui à l'époque était le dirigeant de l'Union wallonne des entreprises, et lui disait « Nous formons les élèves pour la société avec un grand S, alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est que nous les formions pour les sociétés avec un petit S ». Je trouve que le constat reste valide aujourd'hui. C'est absolument pas un enseignement. On ne s'oriente pas vers un enseignement qui repose sur l'épanouissement des jeunes, sur un enseignement qui a une vision d'une société solidaire, mais où en fait il est question de s'adapter à la loi de la jungle et de plus en plus aux marches ou crèves qui est en fait au cœur du projet du MR notamment. On n'en est pas encore là, mais c'est très clairement une lourde tendance au niveau des mesures dans le secteur. Ceci dit, ça n'a pas commencé maintenant, et tu peux peut-être revenir aussi sur en fait cette évolution graduelle au fur et à mesure des années où l'enseignement a été de plus en plus soumis à ses intérêts économiques. Je peux donner encore un dernier exemple de la déclaration ? Mais je le fais quand même. En fait, dans l'idée de la future de la coalition engagée MR, il y a cette idée en fait de créer un espèce de diplôme qualifiant et professionnel, justement où l'entreprise vient agir directement. Alors, en quoi, vous allez me demander ? Eh bien, on parle clairement d'un certificat de qualification, je cite, dont les épreuves seront co-construites avec les acteurs des secteurs professionnels. Donc ça veut dire que littéralement, les entreprises auront une prise sur ces certificats et donc ça veut dire évidemment orienter forcément le travail des collègues dans ces filières. Et donc ça, encore une fois, ça doit nous poser question sur quel est notre but dans l'enseignement. Est-ce que c'est simplement de fournir de la main-d'œuvre qualifiée au patronat ou est-ce que c'est en faire de réels citoyens critiques de la situation ? Ce type de mesure, ça fait directement penser au modèle allemand, où là, il y a vraiment un partenariat très étroit entre l'enseignement et les entreprises, avec effectivement des cours qui sont carrément dirigés par des représentantes de certains secteurs, essentiellement au niveau industriel. Alors, c'est pas directement transposable à la situation belge, mais on sent quand même qu'ils ont été lorgnés vers ce modèle-là pour accoucher de leurs mesures. Tout à fait. Et en plus de ça, dans encore une autre proposition, il y a cette idée de stage dans le tronc commun, c'est-à-dire on parle de stage en entreprise avant la troisième année du secondaire. Et encore une fois, dans la déclaration, c'est bien clair que ces stages sont là pour réorienter le jeune, sous-entendu évidemment ceux qui ratent ou vont rater dans leur circuit scolaire pour pouvoir encore mieux les orienter dès la troisième qui deviendrait une année orientante. Donc vraiment tout ça fait partie d'un tout qui est assez cohérent, c'est-à-dire à la fois faire découvrir l'entreprise dans un sens donner envie aux jeunes, dans le discours en tout cas, donner envie aux jeunes d'aller dans l'entreprise, mais en fait derrière ça, le sous-texte, c'est on veut réorienter déjà les classes populaires, parce qu'évidemment, on ne va pas se mentir, ceux qui vont aller vers ces entreprises-là, ça va être en fait globalement les milieux populaires, en tout cas statistiquement, c'est comme ça. Et donc, l'idée, c'est encore une fois de les mettre dans les filières dites de relégation. Alors, tous ces projets extrêmement sombres pour l'enseignement, ils sont dans un contexte. On a eu, il y a peu de temps, des fuites par rapport à la note de De Wever et ce qui était en train d'être discuté dans les discussions de formation du nouveau gouvernement fédéral.
Dans cette note qui a fuité et qui reste une déclaration d'intention à négocier, mais bon, si la prise a été retirée dans ces discussions-là, c'est pas sur ce genre de problème, de mesures antisociales. Il y a notamment la suppression de l'interdiction du travail le dimanche, il y a le fait de ne plus comptabiliser le travail de nuit qu'à partir de minuit et pas à partir de 10 heures du soir. Il y a la limitation dans le temps des allocations de chômage à 2 ans. En fait, il y a 2 milliards d'euros à économiser sur le système des pensions. En fait, il y a vraiment quelque chose de très lourd qui va s'attaquer à tout un tas de conquêtes fondamentales du mouvement des travailleuses et travailleurs, tout un tas de conquêtes sociales extrêmement importantes. Et ici, finalement, l'enseignement, c'est juste une des facettes de cette offensive extrêmement large que la droite dure essaye a l'intention de mener en Belgique. Et c'est pour ça qu'il faut absolument être très attentif au développement de cette coalition Arizona au niveau fédéral. C'est parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que en fait, l'enseignement en fédération, mais c'est pareil en Flandre, est financé en énorme partie par l'État fédéral. Donc en fait, effectivement, de l'austérité appliquée au fédéral, comme il est indiqué dans cette note-là, ça veut forcément dire de l'austérité aux autres niveaux de pouvoir. Donc par exemple, à la fédération ici, ils voulaient 334 millions d'économies, mais quand on regarde cette super note de Bardo-Wever, on ne peut que s'inquiéter encore davantage sur ceux qui vont encore lorgner en plus. Parce qu'évidemment, la déclaration de politique communautaire, elle a été faite avant cette super note de Bardo-Wever. Donc, quelque chose à suivre. Et on n'a pas encore parlé de tout ce qui va arriver au niveau du gouvernement régional, enfin des différents gouvernements régionaux. Donc, c'est quelque chose qui nous fait vraiment craindre le pire et qui amène la question de l'unité dans la lutte au-delà des secteurs et également au-delà des frontières communautaires. Et là, ici, on a quand même eu quelque chose l'année dernière d'assez exceptionnel puisqu'on a eu la première mobilisation de l'enseignement néerlandophone et francophone ensemble. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas en tête quand on est dans l'enseignement francophone, c'est qu'effectivement, en Flandre, il y a les mêmes problématiques. Ouais. Exactement les mêmes. Donc, on a un problème d'infrastructure, on a également une pénurie d'enseignants qui est assez importante et surtout une précarité qui est encore davantage présente en fait que chez nous parce que les attaques néolibérales en fait ont été portées beaucoup plus tôt par les différents gouvernements NVA en fait qui ont été en fait cassés les statuts notamment des jeunes profs et donc on arrive dans une situation où là-bas c'est monnaie courante des gens qui viennent du privé qui vont dans l'enseignement ils viennent 3-4 mois pour un remplacement ou quoi et puis ensuite ils disparaissent ailleurs et en fait c'est un peu le problème aussi je pense dans ces cas-là, c'est le côté turnover en fait, où les étudiants en fait ne savent même plus à quelle sauce ils vont être mangés parce qu'il y a des remplacements à tout va et que on peine à remplacer par exemple les personnes absentes, quoi. Et toi, tu as déjà discuté avec ces enseignants qui quittent le métier ou ceux qui font partie de ce turnover et tu sais quelles sont les raisons qui les poussent à quitter l'enseignement? Enfin, moi, j'ai ma petite idée parce que j'ai fait des études d'instituteur primaire, mais pour quelqu'un qui a de l'expérience. Ouais, j'ai pas une expérience incroyablement longue. J'ai fait ça depuis 5 ans. C'est ma 5e rentrée. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans ces 5 ans, j'ai déjà des burn-out. Je veux dire, c'est évident que, notamment, le rythme des réformes et à quel point elles sont appliquées d'une main de fer, notamment par ce qu'on appelle les plans de pilotage. Donc, c'est des espèces de plans d'entreprise appliqués à l'école. Donc, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Et la latitude, c'est simplement comment est-ce qu'on va faire pour implanter ces mesures décidées d'en haut dans son école. Donc, par exemple, typiquement, chez moi, ça a été le fait de supprimer les examens pour en faire une évaluation continue. Il y a beaucoup de collègues qui aimaient bien cette idée d'avoir une session où les étudiants pouvaient être concentrés, vraiment avoir quelque chose de bien cadré. Et en fait, ils ont demandé pour modifier ça et on leur a dit non. C'est le plan de pilotage. Donc, en fait, il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. Donc, en fait, la démocratie, même dans les écoles, est encore plus limitée à cause de tous ces plans de pilotage. Et ça, clairement, pour des gens
qui ont énormément d'implications dans l'école, qui vont se mettre à corps perdu dans ces plans de pilotage, etc., la chute, elle est vertigineuse. On se rend compte en fait que tous ces plans sont appliqués d'en haut et d'une main de fer, et qu'en fait, il n'y a aucune latitude. Et donc ça crée énormément de fatalisme, énormément de colère. Et souvent, effectivement, ça se transforme en burn-out, c'est-à-dire on ne sait même plus où mettre nos forces, parce que partout où on va, c'est la porte au nez, quoi. Oui, tu parles de colère. Comme je le disais au tout début, cette colère, on l'a vu s'exprimer dans la rue, on l'a vu s'exprimer par des grèves, par des manifestations assez massives, toute une succession. Il y a eu Liège, Namur, Charleroi, Mons, Bruxelles, 2 reprises. En fait, ça a été le mouvement de lutte dans l'enseignement francophone le plus fort depuis les grèves de 1996. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces mobilisations, les points forts, mais également les faiblesses? Alors, il faut rappeler à nos auditeurs que le mouvement a démarré en fait au lendemain de la fin des confinements. Il faut rappeler que l'école a fait partie, comme les hôpitaux, comme tout un tas de services publics essentiels, en fait, des bâtiments qui étaient restés ouverts et avec énormément de public pendant la pandémie. Donc malgré la pandémie, il y a eu de petites courtes périodes chez soi, mais en fait globalement ça restait en présentiel à moitié. Et donc en sortir de ça, il y avait vraiment une idée que ça y est, on avait été reconnus, ça y est, les gouvernants parlaient de nous en bien et surtout nous plaignaient. Et donc de ça, finalement, il y a beaucoup de collègues qui se sont dit « Ok, très bien, donc nous on a fait le job, nous on a fait les efforts, on a pris les gamins finalement un peu au péril de nos vies, c'est-à-dire concrètement avec 23 enfants qui ont des masques mais qui ne protègent pas grand-chose. » Et donc de ça s'est créé ce mouvement-là. Et clairement, on a été d'abord dans un balbutiement au niveau revendication avec quelque chose qui tournait autour de la reconnaissance. Il fallait davantage de reconnaissance, etc. Et puis ce qui était intéressant, c'était toute la discussion avec les collègues. Tiens, c'est quoi la reconnaissance ? Est-ce qu'on veut un salaire plus élevé ? C'était pas trop ça. Est-ce qu'on veut des bâtiments qui soient meilleurs ? Ah ouais, ça, avec le Covid, on s'était bien rendu compte que les bâtiments, c'était un problème, hein, notamment ces fameuses fenêtres qui ne se referment jamais, dont tu as parlé tout à l'heure. Et donc, tout ça a fait qu'on a vraiment affiné le programme vers quelque chose qui se tournait autour de 4 revendications. Il y avait la taille des classes, il y avait l'encadrement et les normes d'encadrement, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de dérogations qui sont données aux écoles pour augmenter le nombre d'élèves par classe. Donc on arrive à des trucs avec des classes de plus de 30 élèves, et donc tout le monde sera d'accord pour dire que ça ne peut pas fonctionner, en tout cas pas correctement. Il y avait cette question de la réforme du tronc commun et l'avenir des collègues dans le qualifiant. Et puis il y avait le respect dans un sens un peu plus large, c'est-à-dire cette idée qu'on a besoin de pognon, on a besoin d'un refinancement. Et donc le respect, je pense qu'il doit se traduire aujourd'hui par des revendications du type un refinancement massif et public, évidemment. On ne veut pas de l'argent des entreprises, parce qu'évidemment, je vois venir les libéraux qui vont dire « mais pas de souci, vous voulez de l'argent frais, les entreprises en ont plein pour former la jeunesse ». Nous, évidemment, on veut un enseignement public pour tous et toutes, et qui est financé, évidemment, par des deniers publics. Et évidemment, cet argent-là, on ne va pas aller la chercher davantage dans la poche des travailleurs. On veut évidemment aller la chercher du côté des ultra-riches, du côté des milliardaires. Paraît-il qu'aujourd'hui, ils sont 40, alors qu'ils n'étaient que 1 dans les années 2000. Donc, ça démontre évidemment que notre société regorge de richesses. Mais évidemment, il s'agirait d'aller les chercher. Oui, on a l'impression, quand on voit les services publics qui craquent de partout, quand on voit l'épidémie de burn-out, tu parlais de ça tout à l'heure pour l'enseignement, mais je pense que toutes et tous autour de nous, on connaît des gens qui ont été touchés par ça et qui, en fait, la charge de travail est insoutenable dans à peu près tous les secteurs, liés aux problèmes de fin de mois, de coût de la vie. On a l'impression qu'on manque de moyens, mais je pense que c'est Oxfam récemment qui a sorti une étude sur les inégalités l'année dernière et qui soulignait que le pourcent le plus riche en Belgique possède autant que les 70% les plus pauvres. Donc de l'argent, il y en a,
dans les poches du patronat. Avec tout son cœur. Mais oui, mais bon, c'est un slogan qui marche notamment parce qu'il est réel. On est dans une société de plus en plus inégalitaire, ça se voit à ce niveau-là aussi. Et à ce titre, je pense que c'est une erreur, pas seulement d'ailleurs de la part une erreur de stratégie syndicale, pas seulement dans l'enseignement, mais de manière globale, d'avoir voulu un peu faire une pause de mobilisation sociale pendant la campagne électorale. On se rappelle des dernières manifestations dans l'enseignement, on s'en souviendra en 2024, un an avant les élections, c'était une des dernières grosses manifestations. En fait, ceci dit, ce n'est même pas une manifestation, hein. Donc l'idée du syndicat à ce moment-là, c'est de dire on ne fait plus rien au niveau mobilisation, mais par contre, on se mobilise sur les réseaux sociaux. Donc moi, je pense que c'est une erreur stratégique parce qu'il y avait un enthousiasme pour continuer, mais il a été décidé effectivement de créer ce hashtag, de faire des photos en fait. Ce qui a été un bon moment, je ne dis pas, mais en termes d'efficacité, clairement, on n'y était pas. Et donc moi, je suis favorable à en fait, un plan d'action réel, c'est-à-dire en fait, comme on a vécu au début du mouvement en 2022, c'est-à-dire quand on a eu Bruxelles, Namur, Charleroi et puis Liège, eh ben, les dates étaient données à l'avance. Je pense qu'il y avait deux mois entre chaque, etc. Et c'était un plan qui a eu un succès énorme. C'est-à-dire à Liège, on a eu le top en termes de nombre, je pense, à l'époque. C'était plus de 15 000. C'était plus de 15 000, je pense, ouais. Et donc, ça montrait, en fait, ça démontrait que, en fait, un plan d'action, les collègues en meurent de faim. C'est-à-dire ils veulent quelque chose qui ressemble à un peu sérieux, quoi. Chaque date servait un petit peu de tremplin pour la prochaine. Exactement, et avec à chaque fois des assemblées générales de préparation où on peut discuter les revendications, les méthodes, évidemment la manière de préparer le bloc, etc. Et donc à un moment donné, il y avait un enthousiasme qui aurait pu nous amener très loin. Et en fait, malheureusement, ça a un peu débranché à ce moment-là avec cette idée de hashtag on s'en souviendra et de finalement s'en remettre aux urnes. Ce qui, je pense, quand on voit un peu la situation politique d'aujourd'hui, est une erreur, évidemment. Mmh. Tu peux peut-être revenir un peu sur l'importance de ces assemblées générales et comment est-ce que ça fonctionnait chez toi ? Parce que tu as impressionné beaucoup de monde, moi en tout cas, avec c'est déjà ça. Avec les délégations de tes collègues, les slogans, les banderoles... faites, qui n'étaient pas des banderoles professionnelles données par le syndicat, mais des banderoles qui avaient été faites par les collègues. Faites maison, bien sûr. Faites maison, ça donnait vraiment... Allez, c'est une délégation qui tranchait et où on sentait qu'il y avait une combativité. Alors on peut imaginer que tout ça tombe du ciel, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça demande de la préparation, ça demande un travail patient. Et tu peux peut-être un petit peu en parler. Mais oui, parce que évidemment, nos auditeurs qui ne sont pas profs s'imaginent évidemment des manifs de profs extrêmement calmes. C'est le cas. C'est tout à fait le cas. C'est des profs, quoi. C'est ça. Donc en fait, c'est tout le travail en fait, évidemment en amont. Donc effectivement, quand on a une mobilisation qui est annoncée suffisamment à l'avance, et donc évidemment j'insiste sur ça, sur le fait d'être suffisamment prévenu à l'avance, eh bien c'est l'idée de mobiliser les collègues. Évidemment, c'est toujours la victoire qui nous anime. Donc on va essayer de convaincre évidemment chaque personne en disant qu'effectivement se battre sert à quelque chose, que notamment sur l'avenir de l'enseignement, on a quelque chose finalement, on a énormément à perdre, mais on a aussi énormément à gagner, et notamment un enseignement refinancé. Imaginez à quoi ça ressemblerait des classes dans lesquelles basiquement l'électricité fonctionne. Avec du chauffage. Avec du chauffage, avec des fenêtres qui se ferment pas définitivement. Ce genre de choses, finalement, c'est ce qui m'animait là-dedans. Et du coup, j'ai été trouver les collègues, on a fait campagne. Ce qu'on a fait assez rapidement, c'est qu'on s'est synchronisé, puisqu'évidemment, un collègue à qui on fait 4 fois le même speech, ce n'est pas très efficace. Enfin, c'est efficace dans une certaine mesure, mais à un moment donné, il faut se calmer. Donc, à un moment donné, on a créé un groupe WhatsApp pour, voilà, tiens, t'as parlé à Chic, t'as parlé à Tchak, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Est-ce qu'il faut encore enfoncer les clous ? Est-ce que justement, il faut lever le pied, il faut passer au suivant ? Et donc, de cette manière-là, on permet à un nombre assez restreint, on arrivait quand même à mobiliser assez largement. À un certain moment, on est arrivé à plus ou moins... si on prend juste la population de profs, on était presque à la moitié des collègues mobilisés, autour de 50. Et donc ça, c'était quand même assez incroyable. On s'est dit, il y a un potentiel. Et je pense que dans l'enthousiasme du plan et dans cette idée, tiens, regardez, il y a d'autres dates qui sont annoncées,
clairement, ça a joué. Et qu'à ce moment-là, c'était assez facile. Dès que le mouvement est retombé, là, ça a été un peu plus difficile. Mais pour compléter la question des assemblées générales, elle est absolument centrale, parce que c'est à ce moment-là que non seulement on a finalement l'oreille de tous les collègues en même temps et de manière assez sérieuse, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment convaincre plus un par un. C'est-à-dire plus avec la même énergie, mais vraiment convaincre plus globalement, plus généralement, et créer la dynamique. Et donc souvent, on faisait des discussions avant, mais surtout après l'Assemblée générale, en disant « Tiens, t'as entendu tel élément ?» Quand t'entends dire qu'il n'y a plus d'argent, en fait, l'armée va recevoir un plan de 30 milliards d'euros jusqu'à 2030 pour l'armée. J'ai appris que dans le futur gouvernement, on parle d'encore plus d'argent pour l'armement et les bombes et tout ça. Et donc, avec ces interventions-là dans l'Assemblée générale, finalement, on répondait à plein de questions en même temps. Tiens, quand ils disent que la fédération n'a pas d'argent, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que la fédération n'a pas d'impôt propre et donc c'est le fédéral qui détermine son enveloppe. Donc si demain le fédéral décide qu'on a non plus 14 milliards mais 20 milliards pour l'enseignement, on a 20 milliards pour l'enseignement. Donc quelque part, à chaque fois, ça permettait d'être plus efficace dans la mobilisation. Et donc effectivement, dans ces assemblées-là, et c'est le dernier point, on organisait aussi tout ce qui est la propagande, donc ce qu'on pouvait produire comme tract et comme banderole. Et là, franchement, j'étais scotché. Il y a eu un enthousiasme très, très chouette sur ces questions-là. Et donc, on a créé des banderoles plusieurs fois, si bien que maintenant, on a 2 banderoles à présenter, et avec des slogans plutôt réalistes, qui partent du terrain, c'est-à-dire l'école publique s'effondre. L'école publique s'effondre. C'est réel, littéralement, des choses nous tombent dessus. Donc, à partant de ça, finalement, c'était assez simple de mettre les collègues dans le bloc et de finalement militer parmi le bloc qu'on avait constitué avec le collège. Mais pour préciser, toi, tu travailles dans le secondaire, c'est ça ? Tout à fait. Tu donnes quelle matière ? Études du milieu, géo et histoire. Et je donnais histoire, pardon, donc juste géo. Ok. Mais je me demande si aussi, en t'écoutant parler sur l'enseignement, si on ne pourrait pas mettre ça dans le contexte d'une attaque générale de notre propre gouvernement contre les services publics. Parce que tu n'as pas que l'enseignement où il y a eu des déclarations où ça allait taper sec, mais tu as aussi tout ce qui a été fait, notamment en termes de communication par l'OMR sur les mutualités chrétiennes et s'attaquer à les mutualités tout court, où il était clair, en tout cas, qu'il y avait l'objectif de détruire ces organes politiques qui est un peu un caillou dans la chaussure. Est-ce qu'on a d'autres exemples de services publics dans cette déclaration politique communautaire qui risquent d'être attaqués prochainement ? Honnêtement, vu que les compétences de la fédération, c'est principalement l'enseignement, je sais bien qu'il y a aussi le gel de l'enveloppe pour la RTBF. Par exemple. Et enfin, voilà, c'est quelque chose qui doit aussi nous poser question, parce qu'évidemment, le droit à l'information des citoyens, c'est un truc essentiel. Et donc, évidemment, avec une enveloppe gelée, qu'est-ce que va pouvoir faire la RTBF face à RTL et à tout le secteur privé qui est abondamment financé, quoi. Donc, ça crée quand même une situation... Non, on n'est pas du tout le seul touché. Et donc, nos auditeurs doivent bien comprendre qu'évidemment, personne ne sera épargné. Et je pense que la super note de De Wever a ça de clair. Oui, ils veulent attaquer tout le monde. Pour donner un exemple qui n'a pas encore été cité, ils prévoyaient 200 millions d'économies dans la SNCB. Tout ça, ça en reste encore... c'est encore en discussion. On va voir un peu concrètement à quelle sauce on va être mangé. Mais la première chose un peu concrète qui est arrivée, d'ailleurs la déclaration de politique communautaire, ça reste aussi une déclaration d'intention. La mesure dans laquelle ils vont être capables d'appliquer ce catalogue des horreurs, ça dépend forcément de la résistance sociale, ça dépend de ce qu'on va être capable de faire pour leur mettre des bâtons dans les roues. Mais une chose concrète qui est déjà arrivée, on est à Liège, on a été embêté par les travaux du tram depuis déjà un bon moment. Il y avait des extensions du tram de prévues vers Herstal et vers Seraing. Et là, ici, le gouvernement régional, wallon, MR engagé, a décidé, on va quand même voir, il faut faire des économies. Évidemment, Herstal et Seraing, c'est des quartiers, des communes populaires.
c'est pas l'électorat du MR et des engagés, c'est une catégorie de la population dont ils se moquent royalement. Et eux, la manière dont ils envisagent les choses, c'est de monter les plus pauvres et les plus précaires les uns contre les autres. Mais donc, une des premières mesures, ça a été de dire ces extensions de tram vers ces quartiers populaires, c'est niette. Et ça fait craindre le pire, évidemment. Aussi pour le secteur associatif. Il y a tout un tas de subsides où, en fait, avec un gouvernement qui considère que la solidarité est un acte, un délit, c'est vraiment ça. Il y a tout un tas d'associations qui vont perdre leurs subsides, très certainement. Et en fait, c'est pas seulement les services publics, et c'est pas seulement la sécurité sociale. En fait, c'est tout ce qui fait le tissu social, le filet de sécurité qui permet d'aider des gens. Tout ça, c'est quelque chose qui va être attaqué. Quand on parle d'une société du marche ou crève, d'une société de la loi de la jungle, c'est pas une exagération, c'est vraiment l'orientation vers laquelle ils vont, qui consiste à continuer ce transfert de richesse de la part de la collectivité vers le privé. Moins pour les services publics, moins pour la population, moins pour les travailleuses et travailleurs qui vont être encore plus corvéables à merci. Augmenter l'exploitation, jouer sur les différentes oppressions pour monter les différentes catégories de la population les unes contre les autres et continuer à assurer que ce fameux pourcent le plus riche de Belgique continue à s'en mettre plein les fouilles. Si j'ose revenir, malgré la conversation... Ouais, je me suis un peu emballé. à la déclaration de politique générale, mais c'est pour ça, communautaire, pardon, et en faisant référence au fameux diviser pour mieux régner, dans cette déclaration, il y a notamment, sur la charge de travail, une idée de diviser pour mieux régner, c'est-à-dire qu'ils mettent dans la déclaration que les charges de travail entre chaque discipline dans l'enseignement, elle n'est pas la même. Par exemple, un prof de gym, est-ce qu'il prépare vraiment des choses, etc. On ne sait pas, tu vois. Et donc, du coup, ils veulent possiblement augmenter le temps de travail en fonction de la matière qui est donnée. Et donc ça, typiquement, c'est du diviser pour mieux régner. C'est dire, vous savez, ces profs qui ne font pas grand-chose, qui ne préparent pas grand-chose, etc., c'est là, il faut peut-être les faire travailler plus, etc. Et de cette manière-là, en fait, je pense que certains peuvent se faire avoir par ce discours-là en disant, en fait, en jouant un peu sur les clichés un peu typiques de la BD des profs, là, avec, ou du petit Spirou avec Monsieur Mégo. C'est un peu l'idée de surfer sur ces choses-là. Et donc, moi, j'avertis tout le monde vraiment sur ces éléments de langage, sur soi-disant la nécessité de la réforme, c'est-à-dire en fait faire plus avec moins. Tout ça, il faut vraiment être extrêmement méfiant. Et en fait, qu'on soit bien clair, MR engagés, ce ne sont pas des partis de travailleurs. Et donc, ils vont évidemment agir en tout point contre nos intérêts. Ça, c'est certain. Oui, et tu parlais de ce jeu sur ces éléments de langage et pour jouer un peu sur l'idée de l'enseignant fainéant, etc. En fait... Glatigny a été assez claire. Dès le début, elle a dit « Oui, voilà, moi, je veux avant tout contrer cette image de l'enseignant qui revient de vacances et se met en grève. » Sous-entendu que la grève, c'est une manière d'avoir des vacances en plus. Et ça, c'est clair que c'est des éléments qui vont essayer d'utiliser, jouer en fait sur n'importe quel type de préjugés pour essayer de diviser, d'isoler les différentes luttes entre elles. Alors que, et on a eu des exemples ces dernières années aussi, quand on est capable d'œuvrer à l'unité dans la lutte, en fait, c'est un véritable torrent de lutte qui s'abat sur les prochets du gouvernement et on peut faire beaucoup de choses à partir de là. Et je me disais aussi, on tape beaucoup sur MR engagé pour le moment parce que c'est le gouvernement actuel, mais ça fait longtemps que la grogne gronde chez les enseignants, depuis déjà le pacte pour un enseignement d'excellence, si je me souviens bien, qui est arrivé sous Skins avec... c'était encore CDH à l'époque où ils avaient déjà fait le ravalement de façade. Non, c'était ça, c'était CDH. C'était CDH, puis après ensuite Caroline Désir. Quelles ont été déjà les attaques précédentes qui ont permis en fait à ce qu'on arrive à une telle situation avec, par exemple, notamment le plan de pilotage. Si je me souviens bien, quand j'avais lu le pacte pour un enseignement d'excellence, c'était notamment une des propositions de ce pacte d'enseignement d'excellence. Pacte
qui, quand vous le lisiez, il n'y avait rien de très, très, très clair. Ça, c'était un document très drôle à lire parce qu'il faisait plein de propositions, mais jamais rien de concret. Donc ça voulait dire on va mettre en place une plateforme d'évaluation, mais on ne te donnait pas, oui, mais sous quelles conditions et compagnie. Et est-ce que tu vois, toi tu es jeune enseignant, ça fait 5 ans que tu donnes cours. Est-ce que tu as déjà eu des échos peut-être de ceux qui ont connu cette période-là, de comment ils avaient déjà été attaqués sous le PS et les engagés ? Moi, l'attaque la plus récente que j'ai en tête, c'est évidemment l'évaluation des enseignants. En fait, c'est ça le type d'attaque qu'on a maintenant, c'est rajouter de la charge, rajouter du contrôle, mais pas rajouter de salaire. Donc en fait, c'est toujours proposer des choses et dire à coût constant, à coût constant, à coût constant. Donc on va faire telle réforme à coût constant, on va faire telle réforme à coût constant. À coût constant, pardon. Et donc ça en fait, ça montre à quel point les précédents gouvernements étaient évidemment moins dans la violence directe, c'est-à-dire 334 millions d'euros d'économies pendant une législature, mais on avait quand même quelque chose où on essaye finalement d'augmenter les cadences de travail, augmenter la charge de travail, et surtout, pour s'assurer que l'augmentation de travail est bien appliquée, plus de contrôle, avec notamment cette feuille que je dois remplir à la fin de chaque année sur le travail collaboratif. Les collègues comprendront de quoi je parle. Et ce travail collaboratif, c'est purement du flicage, c'est-à-dire tu dois compter toutes tes heures, les écrire sur une feuille. J'ai fait 2 heures de réunion pour telle classe, j'ai fait 1 heure de préparation au conseil de classe, etc., etc. Et en fait, ce genre de paplard, ça ne sert à rien, personne ne lit ça, personne ne contrôle ça, mais c'est dans l'idée très néolibéral les gens sont des feignasses de base, et donc il faut évidemment un maximum de contrôle et tout un tas de paplards pour attester du travail accompli. Et donc quelque part, ce type d'attaque-là de la part d'un gouvernement PS, c'est évidemment indigne, mais ça démontre leur conversion totale aux politiques néolibérales, au new management et à ce genre de choses, quoi. Et quand on parle des mobilisations des années 90, les années 90, donc là la question c'était les pertes d'emploi dans le secteur de l'enseignement, c'était avec des ministres PS que ça a été fait. Et c'est dans l'enseignement qu'on a eu ce slogan à l'époque, dans les années 90, « Socialiste toujours, PS plus jamais », qui illustre assez bien l'atmosphère de l'époque. Et puis par la suite, ce qui a été fait, c'est simplement de continuer avec le sous-financement. Et donc c'est un étranglement plus lent du secteur, mais qui a été, dont l'impact a été illustré pendant la période de la pandémie, où on devait avoir des règles sanitaires à faire respecter dans des endroits où parfois il y avait un lavabo de disponible pour 60 élèves. Pour tout un couloir. C'est ça, sur tout un couloir. Donc ce genre de situation, ça fait partie de la gestion qui a prévalu depuis plusieurs décennies. Et c'est pas seulement avec le gouvernement MR engagé que les problèmes arrivent. Pour donner un exemple de ça, c'est clair que le problème structurel, notamment en termes de bâtiments en Fédération Wallonie-Bruxelles, il est aussi lié au fait qu'on a tellement concentré les élèves sur des implantations, avec des implantations de 1000, 1200, 1400 élèves, qu'en fait, effectivement, il y a eu une rationalisation des écoles. Il y a des écoles qui ont fermé, il y a des écoles qui ont dû finalement fusionner pour survivre. Et quelque part, c'est un phénomène qu'on a un peu partout dans la société avec les politiques néolibérales, notamment dans les communes qui sont parfois obligées de fusionner parce que les budgets alloués aux communes aujourd'hui sont faméliques, quoi. Et donc finalement, il y a tout un tas de parallèles à faire avec cette manière de faire plus avec moins. Et donc, par exemple, en parlant des implantations, évidemment, un bâtiment qui a plus de 100 ans, je parle pour mon cas, qui a plus de 100 ans avec 1200 élèves, on arrive dans des situations intenables, notamment, tu parlais des sanitaires, etc. C'est assez interpellant et surtout indigne de l'enseignement qu'on devrait donner. Mais pour en revenir à l'exemple que tu viens de donner aussi, ça devient aussi un problème dans certaines zones rurales, parce que étant donné qu'ils n'ont plus assez d'élèves, alors il n'y a plus assez de subventions pour pouvoir avoir des écoles. Et donc tu as des écoles de proximité qui ferment, mais ça veut dire que pour les populations qui habitent dans ce coin-là, c'est plus de distance à faire, c'est plus de charge mentale, c'est plus de pollution, donc c'est même pas écologique d'essayer de rationaliser comme ça.
ça devient même un problème. On a une image un peu des bâtiments gigantesques délabrés en zone urbaine, mais c'est un peu c'est aussi la bérésina dans les milieux ruraux, où le problème, c'est que les élèves tendent à disparaître, et donc les subventions qui vont avec, et donc l'école qui permettait à un village d'avoir accès à l'éducation, quoi. D'ailleurs, un des éléments qui m'avait beaucoup marqué dans les mobilisations à Bruxelles, c'est le nombre de personnes dans les délégations du Luxembourg. Et bon, d'Arlon à Bruxelles, pour être à temps pour une manifestation qui commence le matin, il faut du courage. Il faut du courage. Il faut du Je suis luxembourgeois, la SNCB en province du Luxembourg, c'est une honte. Les services publics, il n'y en a plus. Transport en commun, nul. Mais donc, c'est un élément aussi qui a alimenté la grosse participation de délégation de personnel de l'enseignement du Luxembourg. C'est effectivement la désertification générale au niveau de tout un tas de secteurs du public et de l'enseignement dans la province. Un des éléments, peut-être pour arriver aussi sur ces questions de financement et sur ces questions un peu du type de société, du type d'enseignement dont on a besoin, un des éléments qu'on avait essayé de mettre en avant en ayant quand même un certain écho, mais on était à l'époque de la crise de l'énergie. Alors, le problème n'a pas disparu pour autant, mais il est moins vif dans les discussions aujourd'hui. C'est qu'on avait couplé aussi cette question de la nationalisation du secteur de l'énergie, pas de profit sur l'énergie, et d'utiliser, d'avoir des factures, y compris pour les écoles, d'énergie maîtrisées par la nationalisation du secteur et par le fait que ce secteur, sous contrôle et gestion démocratique, puisse répondre aux intérêts de la société et pas aux intérêts des actionnaires. Et donc, il y a une question. Voilà. Et donc, mais pas vraiment, en fait. Hein. C'est quand même. Bon, je vais répondre à ça alors. Voilà. mais oui, non, et c'est ça. Et c'est toute la question de parfois le défaitisme qu'il peut y avoir dans les secteurs publics. C'est le côté où on a tellement été habitué au discours et à la propagande qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a plus d'argent. Mais ça fait vraiment mal. Parce que du coup, on oublie que dans le même temps, Oxfam, sur les chiffres que tu as dit, qu'on a 40 milliardaires alors qu'il n'y en avait qu'un seul dans les années 2000. Et tout ça doit nous faire dire que finalement, les marges, elles sont là. Les profits, ils sont là. Et qu'ils sont faits sur notre dos, notamment celle des écoles, qui, à un moment donné, l'année passée, c'était un concours des écoles qui allumaient le chauffage le plus tard possible dans l'hiver. On était arrivé à ce niveau-là d'économie. Et donc, évidemment, on ne peut pas supporter un tel chantage finalement au prix, ce qu'on fait Total Energy et tous les grosses multinationales du pétrole. Et donc, il est nécessaire effectivement, et c'est urgent, de mettre fin justement à cette espèce de domination de ces grosses multinationales-là dans notre avenir énergétique. Parce qu'évidemment, on peut parler du coût que ça représente pour les familles, que ça représente pour tout le monde, et à quel point ils font des profits sur notre dos. Mais il y a aussi la question de notre avenir énergétique. C'est-à-dire que si on continue à laisser faire ces multinationales-là qui ont en main nos outils de production d'énergie, évidemment, demain, il n'est pas du tout impossible que Engie ou qui possède notamment les centrales nucléaires disent maintenant c'est je ne sais pas combien le kilowattheure, on augmente de 50%. Parce que quelque part, ils ont des positions dominantes, etc., qui sont juste insupportables. Donc effectivement, moi je pense que c'est absolument urgent de mettre dans les revendications la nationalisation du secteur de l'énergie, de 1, pour reprendre en main notre avenir énergétique, de 2, pour fournir de l'énergie bon marché à tout le monde, et de 3, pour aussi voir un peu plus loin que le bout de notre nez et se dire tiens, qu'est-ce qu'on va produire comme énergie, pourquoi faire et comment. Et surtout, en fait, c'est sortir l'énergie de la logique de marché dans laquelle elle a été artificiellement mise. Si on regarde l'histoire du marché européen de l'énergie qui a été mise en place et de sa logique interne, c'est un marché artificiel où le producteur primaire qui va être les centrales nucléaires et leur gestionnaire doit vendre à perte à des entreprises qui vont faire de la spéculation et être en concurrence pour vendre ensuite ces énergies. J'invite tous les auditeurs à s'intéresser à ce marché
marché de l'électricité en Europe, mais c'est débile. Quand vous regardez une vidéo... C'est bien résumé. Je vous invite, C'est en fait... absurde, plutôt. Il y a un très bon YouTuber d'économie qui s'appelle Eureka et qui parle de la question et qui fait 6 vidéos d'analyse économique sur le marché de l'électricité européen. Moi, je comprends rien aux chiffres, mais il a l'air malin. Mais intéressez-vous à ce qu'il dit si vous comprenez les chiffres. Mais c'est que on a créé un marché et que... bizarrement, quand il y a eu l'augmentation du prix du gaz, notamment via le fait qu'on n'achetait plus du gaz russe, mais qu'on achetait du gaz de schiste américain parce qu'on ne voulait pas nourrir la bête russe, mais pendant ce temps, on nourrissait la bête américaine, il y a eu... on voit qu'il y a une corrélation entre le prix du gaz et le prix de l'électricité, et ça, c'est une aberration. Normalement, si on prend l'exemple de la France ou de la Belgique, il y a une grosse partie de notre électricité qui est produite de manière par le nucléaire, qui ne produit pas de CO2 et qui ne dépend pas d'énergie fossile comme le gaz à la base. Bon, ça a un peu changé ces dernières années avec la mise en place d'usines à gaz par le gouvernement. Si je me souviens bien, c'était l'EMR qui avait lancé le truc et c'est Groen qui a récupéré et qui s'est pris tout dans la tête. Et... Le gros problème qu'on a, c'est qu'on indexe l'électricité, qui est une énergie qui pourrait être décarbonée, sur le prix d'une énergie, le gaz, qui est une énergie fossile et qui en plus et dont les prix ont augmenté en plus à cause de en raison de nos choix géostratégiques. Choix géostratégiques, merci. Voilà, donc. Je trouve qu'en fait, ça illustre... la revendication de nationaliser le secteur de l'énergie, je trouve que ça pourrait être un bon pas en avant pour lutter face à la logique de marché qui s'impose, qui tend à s'imposer à tous les secteurs publics. Quand on discutait de l'enseignement avec ses logiques de contrôle, quand on discutait, on a parlé d'un autre service public, des mutualités et de ces logiques de faire disparaître des organes démocratiques comme les mutualités, le discours qu'on entend, la petite musique qui tourne en fond, c'est le marché doit arriver partout. Et surtout dans les services publics. Et c'est cette impression-là qu'on a, c'est que on se dirige de plus en plus vers une logique de marché, même pour ces secteurs-là. Et nationaliser les secteurs de l'énergie, qui est un besoin essentiel pour tout le monde, ce serait aussi mettre un soufflet à cette tendance générale qu'on voit à travers le monde. On voit ça en France, on voit ça chez nos concitoyens européens. Donc... J'aime bien ces petites stats-là, mais en France, la France Insoumise a rappelé que simplement avec les bénéfices de Total Energy, on finance les 1 600 € de SMIC pour tous les travailleurs. Juste avec les bénéfices de Total Energy. Je trouvais que c'était pas mal comme chiffre, parce que ça donnait une idée des marges et des bénéfices des grosses entreprises et à quel point ça pourrait financer. Clairement, en Belgique, on parlerait de salaires à 17 € de l'heure financés notamment par une taxation assez importante sur les bénéfices. Et d'ailleurs, quand on parle pour rester un peu sur ces questions de profit, etc., on a eu une autre petite musique qu'on nous a dit pendant longtemps lors du plus fort de la crise inflatoire. C'était que c'était les hauts salaires qui faisaient la hausse des prix, etc. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'études qui dévoilent ce qu'on savait très bien à l'époque, c'est que c'est les actionnaires et la soif de profit qui a été le principal moteur de l'augmentation des prix. Et en fait, une de nos tâches maintenant aussi, ça doit être de populariser cette question de la nécessité de la propriété publique sous contrôle et gestion démocratique des secteurs clés de l'économie pour avoir une économie qui répond aux besoins, aux nécessités sociales dans le cadre du respect de l'environnement et de la planète. On aura l'occasion d'avoir d'autres podcasts pour aborder un petit peu toutes ces questions-là. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy. Est-ce que tu as entendu une nouvelle date prochaine de mobilisation ou Alors, le syndicat se réveille, donc on entend un peu partout que ces attaques ne vont pas rester sans réponse. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, ici, on est la semaine une semaine après la rentrée. Du coup, il y a des assemblées générales qui sont organisées dans le syndicat, ça commence à bouger. Vendredi, il y a une réunion à la CC ici à Liège
dans lesquels les délégués sont conviés, où on va pouvoir discuter de cette déclaration communautaire. Et moi, j'espère évidemment qu'au sortir de ça, les camarades, les délégués seront évidemment prêts à se mobiliser. Et c'est sûr que ces menaces, on doit les prendre très, très au sérieux. Et que probablement que, comme l'a dit Nico tout à l'heure, si on ne répond pas à ces menaces, c'est clair qu'ils ne vont rien nous épargner. Mais là, pour celles et ceux qui nous écouteront avant le 16 septembre, c'est la prochaine mobilisation d'ampleur. C'est à la base une manifestation de solidarité avec les travailleurs-travailleuses d'Audi Bruxelles. Donc il y a une manifestation nationale le 16 septembre à partir de 10h. Le rendez-vous est à Bruxelles, Bruxelles-Nord. C'est à la base autour de Audi Bruxelles. Maintenant, c'est clair que c'est une question plus large parce qu'on commence à avoir tout un tas de faillites, des licenciements collectifs, etc. Et que ça aussi, c'est un thème qui va s'imposer dans l'actualité sociale. Et ce sera aussi une mobilisation syndicale qui va être la première réaction face aux différentes annonces des gouvernements, soit déjà installés, soit toujours en négociation, et de leur politique antisociale. Donc le 16 septembre, ça c'est la prochaine grosse mobilisation. Et pour celles et ceux d'autres secteurs que le secteur de l'automobile qui seraient là, évidemment, construire la solidarité active, ça commence par là, ça, en étant présent dans ce genre de mobilisation, de préférence de manière visible, avec calico, banderoles, slogans qui font le lien aussi avec les réalités du secteur d'où on vient. Et pour parler d'une autre mobilisation, quelques jours après, le 21 septembre, il y a une mobilisation antifasciste importante à Anvers, contre une manifestation du Voorpost, qui est un peu le bras armé du Vlaams Belang. 14h à Anvers. Et l'autre grosse date, ce sera le 13 octobre, les élections communales. Et en dépit des différences d'opinion qu'on a avec les camarades du PTB au niveau de programme, au niveau de stratégie syndicale, on appelle au meilleur vote possible sur les listes des camarades du PTB, parce que c'est aussi comme ça qu'on construit la confiance pour aller de l'avant avec une gauche radicale forte. Et ça fait partie du combat de terrain qu'on doit mener aussi. Donc votez pour la liste 4. La liste 4 qui est la liste du PTB du coup. Et surtout rejoignez évidemment le syndicat, syndicalisez-vous et rejoignez les organisations comme le Parti Socialiste de Lutte qui permettent à des jeunes militants comme moi d'agir dans l'enseignement, de se bouger, d'informer les collègues, de rester informés et surtout de vous parler dans ce micro. Et donc merci encore à notre hôte de nous avoir fourni tout le matériel nécessaire pour faire ce podcast. Merci de nous avoir écoutés aussi. Bon, finalement, ils ont fait l'outro à ma place. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier de votre écoute et abonnez-vous à la chaîne Spotify. Enfin, je sais pas comment. Là où on met les trucs, où on met les podcasts, abonnez-vous pour suivre les prochains. On a d'autres gros sujets en préparation autour de la lutte sociale. Donc, stay tuned, comme disent les Anglais. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bye. Au revoir.